Ok. Je pense que nous pouvons commencer. Bonjour, merci beaucoup Marianne pour accepter à partager avec nous ta expérience comme bibliothécaire. Marianne est partie de la faculté de pharmacie de l'Université Laval et aujourd'hui, elle nous va parler avec comment faire une bonne stratégie de recherche par rapport à notre recherche sur les douleurs. Alors, nous allons apprendre d'elle des petits trucs et astuces pour une recherche efficace. Alors, j'espère que ça sera d'utilité pour tous nous. Alors, Marianne, bienvenue et tu peux commencer. Merci. Alors, merci d'être présent en ce lundi un petit peu gris. N'hésitez pas à m'interrompre là, tout au long de la présentation. Ça se peut que je vois pas vraiment bien le chat. Dans tous les cas, Nathalie, tu pourras aussi m'interrompre s'il y a des commentaires dans le chat. Donc, je commence avec un petit bémol ici, là. C'est sûr qu'en 20 minutes, je vous présente juste les trucs et astuces pour aller le plus rapidement possible trouver l'information dont vous avez besoin. Donc, je vous présenterai pas toute la méthodologie à suivre pour faire une bonne revue littérature. Ça pourrait être dans un autre temps ou sinon, si vous avez besoin, vous pouvez toujours me réécrire aussi personnellement. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va voir. Oh, excuse-moi, Marianne, ton micro, c'est... Est-ce que vous m'entendez? Oui. OK. Donc, base de données, juste pour voir comment ça fonctionne, puis comment adapter nos recherches dans ce type d'outil-là. Donc, c'est pas comme un moteur de recherche. On va voir deux méthodes de recherche aussi. Donc, si vous avez déjà eu des formations sur la recherche documentaire, là, probablement que ça va vous éveiller quelques souvenirs. Puis après ça, on va faire un petit exemple avec les deux méthodes de recherche différentes. Donc, tout ça, c'est dans le but d'effectuer une recherche qui est efficace selon vos besoins. Donc, c'est pas pour faire une revue littérature, c'est pour vraiment trouver rapidement quelques études dont vous avez vraiment besoin. Puis, c'est de plus en plus important là, d'avoir en tête ces trucs-là à cause de la multiplication des produits de la recherche. Donc, on a toujours de plus en plus de résultats dans les bases de données. Donc, il faut savoir comment ça fonctionne pour essayer de contourner ce petit problème. Alors, rapidement, une base de données bibliographique, donc c'est pas un moteur de recherche, c'est une base qui contient un seul type de contenu, c'est-à-dire des notices bibliographiques. Donc, une notice bibliographique, c'est une fiche qui décrit un document, que ce soit un article, que ce soit une thèse, que ce soit un chapitre de livre, là, peu importe. Donc, c'est toujours une fiche qui est séparée en différents champs et c'est dans ces champs-là qu'on va pouvoir aller faire la recherche documentaire. Donc, contrairement à un moteur de recherche où là, on va chercher vraiment une variété de contenus différents, puis on va trouver aussi l'information par rapport au texte qui est dans ces documents-là, ce qui n'est pas le cas dans une base de données puisqu'on cherche juste une fiche descriptive. Donc, rapidement, le reste, là, la base de données permet de faire différents types de recherches pour arriver justement le plus rapidement possible aux résultats pertinents, ce qui n'est pas le cas dans les moteurs de recherche. Et lorsqu'on comprend bien le fonctionnement d'une base de données bibliographique, ben, c'est facile d'avoir un meilleur contrôle sur nos résultats puis de comprendre aussi pourquoi on les obtient, ce qui n'est pas plus ou moins facile là, dans un moteur de recherche. Oui, les premiers résultats semblent pertinents, mais plus qu'on défile la liste, moins que ça l'est, puis on se demande toujours pourquoi est-ce qu'on a obtenu ces résultats-là. Donc, encore une fois, petite intro ici, c'est juste que je vais les utiliser, donc j'ai pas le choix de les rappeler, là, même si probablement vous les connaissez déjà. Donc, quand vous faites une recherche documentaire, vous avez souvent des sujets qui contiennent plusieurs concepts différents. Donc, telle pathologie, tel traitement, tel patient, puis vous voulez avoir des résultats qui contiennent tous ces concepts-là pour répondre à votre question. Donc, pour organiser de la bonne façon vos recherches documentaires dans les bases de données bibliographiques, vous allez utiliser la logique booléenne ou les opérateurs booléens, qui sont le ou, le et ou le sauf et le not, là, qu'on utilise peut-être un petit peu moins, mais qui existent aussi. Donc, je fais juste un petit rappel très rapide. Le ou va servir à unir les différents synonymes d'un même concept ensemble. Donc, si on lit quatre termes de recherche différents avec des ou, ce qu'on dit à la base de données, c'est de nous trouver tous les résultats qui a un ou l'autre de ces termes-là. Donc, il suffit qu'il y ait juste un mot qui apparaisse quelque part dans la notice, puis ça va nous générer un résultat. Plus qu'on va ajouter de ou et de termes liés avec des ou dans notre recherche, plus qu'on va avoir de résultats, on vient élargir à ce moment-là la portée de notre recherche.
Le et, lui, va servir à unir les différents concepts d'une question de recherche ensemble. Donc, comme je le disais tout à l'heure, vous avez une population précise, une pathologie précise, un traitement précis. Les trois concepts doivent apparaître dans le résultat pour que ça soit pertinent. Donc, vous allez lier ces concepts-là avec des et. Plus que vous ajoutez de concepts avec des et dans la recherche, plus que votre recherche elle est précise et moins vous allez obtenir de résultats à ce moment-là. Le sauf ou le not sert à exclure carrément un terme de vos résultats de recherche. Donc, ça peut paraître une bonne façon là, de limiter rapidement les résultats qu'on obtient. Cela dit, je ne vous le recommande pas parce qu'il n'y a aucune intelligence derrière ça. Donc, il suffit que le mot apparaisse quelque part pour que la base de données retire ce résultat-là de vos résultats de recherche, alors qu'il aurait pu être tout à fait pertinent quand même. Donc, c'est à éviter là, normalement quand on fait des recherches. Donc, petit exemple très rapide. Ici, j'ai deux concepts, donc un concept d'enfant, un concept de otite. Je mets un and entre les deux parce que je veux que mes résultats parlent des deux concepts et je vais mettre quelques synonymes de chaque côté de chaque concept que je vais lier avec un or pour élargir un petit peu la portée de ma recherche. Donc, on va revenir là, aux petits détails de cette requête-là tout de suite. Donc, comme je le mentionnais tout à l'heure, il existe deux méthodes de recherche dans les bases de données. Donc, la première, c'est la recherche en vocabulaire libre. Je ne vous lirai pas tout ça, là, c'est plus ou moins intéressant. Le vocabulaire libre, c'est simplement la façon dont vous faites déjà votre recherche, là, c'est d'identifier des mots-clés qui correspondent à votre sujet et faire votre recherche à partir de ces mots-clés-là. Donc, ce n'est pas vraiment plus compliqué que ça. Cela dit, il y a des choses à intégrer dans vos recherches pour arriver à des meilleurs résultats. Puis c'est plus là-dessus que j'aimerais mettre l'emphase. Donc, la première chose à laquelle vous devez penser, c'est cibler vos champs de recherche. Donc, on va le voir par la suite comment faire dans PubMed, là, si vous ne le faites pas déjà. Mais c'est de préciser à la base de données dans quel champ spécifique qui décrit l'article ces mots-là doivent apparaître pour que ce soit pertinent et que ça réponde à votre besoin. Donc, par défaut, souvent, les bases de données vont chercher dans tous les champs. Donc, ça, c'est la recherche la plus large qui ne peut pas exister dans une base de données. Ça va toujours donner énormément de résultats, puis ces résultats-là ne sont pas toujours pertinents. Donc, c'est pas la meilleure façon de faire la recherche et arriver le plus rapidement possible à des résultats intéressants. Ce qui est plutôt intéressant quand vous faites une recherche par sujet, c'est le champ titre ou le champ title abstract. Quand on fait une revue littérature, on va cibler title abstract, qui est le juste milieu entre le trop précis et le trop large. Cela dit, si vous faites une petite recherche rapide puis vous voulez juste avoir quelques résultats pertinents rapidement, je privilégierais la première option ici de faire la recherche juste dans le titre des articles. Donc, si tous vos concepts apparaissent dans le titre de l'article, il y a des très bonnes chances que cet article-là, finalement, parle vraiment de votre sujet et soit pertinent à votre besoin d'information. La deuxième chose à considérer, c'est que, bon, pour l'instant, on est encore dans la logique booléenne puis des associations directes entre les termes qu'on cherche et les termes recherchés et les termes qui existent dans les notices bibliographiques. Donc, si vous inscrivez simplement child dans votre recherche et vous pensez trouver tout ce qui a rapport aux enfants, c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Donc, la base de données ne va pas inclure les synonymes ou les variantes orthographiques automatiquement. Elle va trouver uniquement les résultats où le mot child apparaît. Point. Donc, aucune variante. Donc, vous allez obtenir très peu de résultats à ce moment-là. Si vous voulez élargir un petit peu la recherche, surtout si vous la faites d'emblée dans le titre des articles, c'est pertinent d'ajouter à ce moment-là des variantes orthographiques. Donc, le child avec l'astérix ici, ça va aller chercher children. Donc, je repars de l'astérix. Je pense que c'est à la diapo suivante, kid, pédiatrique, bon, etc. Fait que c'est à vous d'inclure tous les termes ou presque qui sont pertinents à votre question pour trouver le plus de résultats pertinents possible. Donc, pour vous aider à faire des meilleures requêtes, encore là, rapidement et viser la précision, mais aussi assez large là, pour essayer de trouver tout ce qui pourrait répondre à notre question. Je vous recommande d'utiliser les deux astuces ici. Donc, la troncature. Pardon, j'ai été distraite. La troncature, c'est l'astérix ici qu'on va venir placer à la fin d'un terme ou à la fin de la racine d'un terme pour trouver automatiquement toutes ces variantes. Donc, la base de données ne va pas le faire automatiquement. Si j'écrivais education, je trouverais juste education. Mais si je mets educate avec l'astérix ici ou la troncature, je vais trouver automatiquement educate, education, educated, bon, toutes les lettres là, qui viendraient après.
Donc, l'utilisation de la truncature, ça vient bonifier un petit peu notre recherche. Là, c'est sûr que mon exemple ici est intéressant parce qu'il va aller chercher plusieurs variantes, mais la plupart du temps, on va l'utiliser juste pour le S, pas de S. Puis ça fonctionne super bien. Là, c'est déjà plus complet que si vous aviez cherché juste au singulier ou juste au pluriel. La deuxième astuce, c'est les guillemets ou la recherche d'expression exacte. Donc, c'est pertinent lorsque vous cherchez un concept qui se définit par deux ou plusieurs termes. Donc, par exemple, pain management, donc c'est deux mots. Vous ne voulez pas que ces termes-là apparaissent séparés quelque part dans le titre ou quelque part dans le résumé des articles. Donc, vous voulez qu'ils soient collés ensemble pour que ce soit pertinent. À ce moment-là, vous devez les mettre entre guillemets. Donc, si vous ne mettez pas les guillemets, la base de données va comprendre que les deux termes sont pertinents, mais séparément. Donc, ça va les chercher un petit peu n'importe où, puis ça va venir brouiller un petit peu la pertinence de vos résultats. Alors, c'est toujours utile de les mettre entre guillemets pour viser plus précis puis avoir des meilleurs résultats. Donc, petit exemple ici là, de résultats dans PubMed. Donc, quand vous cherchez en vocabulaire libre, ici, j'ai cherché title abstract. Donc, j'ai trouvé uniquement les résultats où on a le mot pain et le mot opioïde quelque part dans le titre ou le résumé des articles. Donc, j'ai mis en jaune là, les occurrences, quelques occurrences qui apparaissent. Donc, c'est comme ça que je vais retrouver mes articles à partir de cette méthode de recherche. Donc, ce qui est à retenir, finalement, pour faire des bonnes recherches de mots-clés, c'est trois choses. La première chose, c'est de cibler vos champs de recherche. Donc, c'est vraiment important. La deuxième chose, bon, ça dépend du besoin, là, mais c'est d'utiliser quelques synonymes et quelques variantes orthographiques pour essayer de viser un petit peu plus large. Et la dernière chose, c'est d'utiliser les astuces de recherche là, pour améliorer la qualité de vos résultats de recherche. Donc, ces astuces-là, j'ai oublié de le mentionner, mais elles fonctionnent dans toutes les bases de données. Donc, c'est pas seulement dans PubMed. Et là, j'ai plusieurs captures d'écran que je vais passer rapidement parce que je vais vous montrer par la suite. Donc, on n'a pas énormément de temps, mais je vais vous envoyer par la suite le document. Donc, vous pourrez y retourner si jamais vous avez des questions. Est-ce qu'il y a des questions avant que je passe à la deuxième méthode de recherche? Parfait. Donc, je suis désolée pour le défilement des Marianne, images. Oui, Marianne, il y a une question de Marilyn Frazier. oui, euh, Oui, bonjour. Vous m'entendez? oui. Oui. Moi, j'avais une question plus par rapport aux mots-clés. Comme, est-ce que vous avez une astuce ou un endroit où on pourrait justement trouver tous les mots-clés liés à notre domaine d'études et qui soient pertinents à mettre dans la recherche? Oui, je vais en parler tout à l'heure. Là. Ça va être dans le dictionnaire. Ben, moi, personnellement, quand je commence des stratégies de recherche plus complètes où j'ai besoin d'avoir vraiment du vocabulaire étoffé là, pour chacun des concepts, je vais beaucoup me fier au thésaurus des bases de données dans lesquelles on trouve les sujets qui ont été donnés aux articles dans la base de données. Et pour chaque sujet, souvent, on va avoir une liste de synonymes. Donc, je vais y revenir plus loin, mais moi, c'est vraiment là-dessus que je me base pour commencer mes stratégies de recherche. Après ça, quand vous avez aussi quelques références là, qui parlent directement de votre sujet, c'est bien aussi d'examiner le vocabulaire que les auteurs ont utilisé. C'est un peu nono, mais quand on a 10 articles différents, les 10 auteurs n'ont pas nécessairement parlé du sujet de la même façon. Donc, ça peut être intéressant de relever le vocabulaire qui est utilisé aussi là, par les auteurs pour chacun des concepts de notre recherche. Marianne, bonjour. Yo aussi une autre question. Oui. Eh, Sé que la liste de mesh terms que nous pouvons trouver sur PubMed, est-ce que ça c'est la même chose que je vais trouver? Est-ce que ça c'est la même liste que je vais trouver sur Thesaurus? Oui, quand je parle de thésaurus, c'est les mèches, par exemple, pour PubMed, fait que oui. Puis, il y a aussi le thésaurus de Embase que je pourrais aller montrer rapidement aussi tout à l'heure, qui donne encore plus de synonymes. Puis, souvent, les synonymes sont complémentaires à ceux qu'on va trouver dans les mèches. Fait que, tu sais, ça permet vraiment d'avoir une meilleure idée encore du vocabulaire qui existe là, sur chacun de nos concepts. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, je vais continuer. Encore là, je redis, je m'excuse pour le défilement. Vous allez avoir tout ça en exemple. Et là, on embarque avec la recherche en vocabulaire contrôlé qui est peut-être un petit peu moins utilisée, moins intuitive aussi. Quand je parlais des thésaurus tout à l'heure, là, je faisais référence, entre autres, au vocabulaire contrôlé. Donc, encore une fois, je n'oublie pas ma diapositive. Je vais essayer de l'expliquer dans mes propres mots. C'est toujours un petit peu boiteux. Mais après, on pourra
on pourra voir directement là, dans PubMed comment ça s'organise. Donc, le vocabulaire contrôlé, on n'est plus dans le champ titre ou le champ résumé des articles. C'est plus un vocabulaire libre où les auteurs étaient un petit peu libres justement d'utiliser les termes qu'ils voulaient. On est plutôt dans le dictionnaire de sujets de la base de données. Donc, tous les articles, ou presque, en fait, c'est pas tous les articles, mais une bonne partie des articles qui sont déposés dans les bases de données vont recevoir une liste de sujets artificiels, si on veut. C'est-à-dire que ces sujets-là n'ont pas été déterminés par les auteurs, ils ont été déterminés par la base de données. Avant, c'est des personnes. Maintenant, c'est beaucoup l'intelligence artificielle qui détermine ces sujets-là. Et les sujets qui vont avoir été donnés aux articles de la base de données proviennent d'un dictionnaire et sont invariables. C'est-à-dire que pour un sujet X, comme la douleur, par exemple, ben, ça va être une étiquette de sujet qui va avoir été donnée, la même, à tous les articles qui parlaient de ce sujet-là dans la base de données. Donc, c'est ce que je voulais dire par cette diapositive-là. Et là, concrètement, je vais vous le montrer là, dans PubMed à quoi ça ressemble. Juste pour revenir avec mon schéma de tout à l'heure. Donc là, à la place d'inscrire toutes les variantes pour mon concept d'enfant là, pour essayer de trouver le plus de résultats possibles, je vais plutôt aller dans le dictionnaire de sujets de la base de données. Je vais repérer l'étiquette sujet qui est utilisée. Donc ici, ce serait child, par exemple. Je vais faire la recherche juste avec cette étiquette-là dans le champ approprié, qui est le champ sujet de la base de la base de données ou de la notice. Et je vais trouver en même temps, finalement, tous les articles là, qui ont reçu ce sujet-là. Donc, c'est un petit peu ça la mécanique de recherche en vocabulaire contrôlé. Et là, je vais quitter mon PowerPoint pour vous montrer un peu comment ça se présente dans PubMed. Donc, lorsque vous êtes sur la page d'accueil de PubMed, pour faire la recherche en vocabulaire contrôlé, il faut passer par la Mesh Database. Donc, la Mesh Database, c'est le thésaurus, le dictionnaire de sujets. Donc, ça veut tout dire la même chose. Et lorsque vous êtes sur ce site-là, c'est quand même relié à la base de données, mais lorsque vous faites une recherche ici là, dans la base en haut, vous ne cherchez pas PubMed, vous cherchez vraiment le dictionnaire de sujets. Et là, je prends un concept qui n'a pas vraiment rapport avec votre sujet, simplement pour vous expliquer un petit peu la logique. Donc, j'inscris breast cancer parce qu'un de mes concepts à moi, c'est le cancer du sein. Donc, je veux faire la recherche avec ce sujet-là. Donc, même si j'ai écrit breast cancer dans la barre de recherche en haut, les premiers résultats qui me sortent, bon, oui, j'ai cette étiquette-là qui est plus précise, mais le premier, c'est breast néoplasme. Et en regardant la définition, je comprends que c'est celui-là qui est utilisé pour définir le cancer du sein de façon générale. Donc, Marianne, oui, ¿y qu'est-ce qui se passe si nous essayons avec pain? parce que c'est mon exemple de fin. C'est OK, pour ça que pardon. je ne voulais pas le faire tout de suite. Je vais y revenir avec un sujet qui OK. vous touche un petit peu plus. Fait que je vais dire deux fois cette information-là parce que je sais que c'est peut-être moins commun, là. Fait que c'est pour ça que je me permets de le répéter. Donc, je vous explique un petit peu la structure de la fiche. Donc, j'ai cliqué sur le sujet. Donc, quand je dis étiquette sujet, mèche ou bon, peu importe le vocabulaire que j'utilise, là, je fais référence à ça ici. Donc, tous les articles qui parlent de cancer du sein vont avoir reçu là, cette étiquette-là, cette fameuse étiquette-là. Vous avez ici une série de subdivisions, excusez-moi, qui est possible de cocher si vous voulez préciser votre recherche à un aspect en particulier lié à ce concept-là. Euh, ça dépend vraiment de vos besoins, ça dépend de la question de recherche en amont. Donc, j'ai beaucoup de questions là, souvent avec est-ce que je devrais ou est-ce que je devrais pas. Ça dépend du besoin. Donc, si vous faites une revue littérature, moi, je ne vous conseille pas de cocher aucune subdivision. Par défaut, elles sont toutes recherchées. Si vous avez juste un besoin rapide et précis d'information, bien là, ça peut être utile de cocher une subdivision s'il y en a une qui s'applique directement là, à votre besoin. Je passe ici, je vais y revenir. Donc, vous avez la section Entry Terms qui fait référence à la section dont je parlais tout à l'heure là, avec la liste de synonymes quasi-synonymes. Donc, ici, on nous en donne plusieurs. Attention, ne sont pas toutes pertinents. Donc, par exemple, tumeur, virgule, breast, pas vraiment une vraie variante, là. On ne va pas voir ça dans le titre ou le résumé d'un article. Par contre, ça me fait penser de mettre un S puis pas de S à tumeur. Donc, juste m'inspirer de cette liste-là, ça peut être pertinent. Ensuite, on retrouve aussi un arbre sémantique dans lequel va s'inscrire le mesh qu'on a sélectionné ou l'étiquette de sujet qu'on a sélectionné. C'est très important cet arbre sémantique-là parce que ça va avoir un incidence sur vos résultats de recherche. Donc, par défaut,
tous les termes qui sont contenus en dessous de l'étiquette sujet que vous avez sélectionné. Donc, c'est des termes plus spécifiques qui sont rattachés d'une façon ou d'une autre aux mèches choisies. Mais des fois, la façon dont c'est rattaché, c'est pas pertinent à votre besoin d'information. Donc là où ça va avoir un incidence sur vos résultats de recherche, c'est que par défaut, si vous faites la recherche avec breast néoplasme dans le champ mèche ou le champ sujet, vous allez aussi retrouver les articles qui auraient n'importe lequel de ces sujets-là. Donc, un des sujets plus spécifiques. Alors ici, ce qu'il faudrait comprendre, c'est que la base de données va chercher breast néoplasme, or breast carcinoma, or breast neoplasm male, or bon, etc. Donc, on va mettre un or entre chacun des sous-sujets et c'est pas toujours utile. Donc, si c'est pas utile, il faut absolument empêcher la base de données de faire cette recherche explosée-là. Donc, pour empêcher ça, je reviens un petit peu plus haut. Vous devez cocher la case Do not include mesh term, excusez-moi, Do not include the mesh term found below, blablabla. Donc, vous cochez ça ici avant de faire votre recherche. De cette façon-là, la base de données va chercher vraiment là, juste les articles qui auraient ce sujet-là et pas tous les sujets qui étaient plus spécifiques en dessous. Donc, ça, c'est important. L'autre chose qui est intéressante aussi à savoir, si vous voulez faire une recherche rapide et efficace, c'est d'utiliser la case Restrict to Mesh Major Topic. Donc, ce qu'est fait cette option-là, c'est qu'elle va limiter la recherche uniquement aux articles où breast néoplasme a été signalé comme étant le sujet principal de l'article. Donc, ça vous permet d'aller plus rapidement, là, finalement, à des résultats qui sont plus susceptibles de répondre à votre besoin. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Donc, je vais y revenir après avec un autre exemple, mais juste pendant que j'y suis maintenant. J'ai une petite question. Oui? Dans PubMed, où est-ce que c'est le moment pour moi de choisir l'option, par exemple, si je veux seulement avoir euh, des essais cliniques? Oui, il existe le MESH Clinical Trials, il me semble, clinical. Donc ici, là, il existe plusieurs façons de limiter la recherche aux essais cliniques. Ici, ça n'en est une, c'est-à-dire que si, bon, là, je vous voyez, j'ai fait un exemple tout à l'heure là, de recherche avec la morphine et la codéine. Si je voulais avoir juste les articles qui font référence à des essais cliniques, je pourrais ajouter ce mesh-là. Donc, en cliquant sur Add to Search Builder. Et là, ça va chercher les essais cliniques comme étant un sujet complémentaire. Puis, je vais trouver uniquement les articles qui parlent de morphine, codéine et d'essais cliniques. Sinon, c'est possible de limiter la recherche, ça te permet directement lorsque vous êtes à l'intérieur des résultats de recherche. Donc là, j'ai déjà ma limite de clinical trials, là, donc c'est sûr que c'est pas super. Donc, ici, vous avez des filtres de recherche, puis vous avez le filtre essai clinique, donc qui peut être pertinent à cocher. Et normalement, si je vais voir qu'est-ce que PubMed a fait en cochant cette filtre, cette limite-là, je vais voir qu'il a ajouté un filtre associé aux essais cliniques qui est un petit peu différent du MESH, donc qui donne un petit peu des résultats différents. Là. C'est pour ça que j'ai 188 résultats ici plutôt que tout à l'heure. Il existe une autre façon, je me permets de la mentionner parce que c'est quand même, ça peut être pertinent aussi. Il y a les clinical queries ici qui permettent de faire une recherche rapide par sujet, puis de choisir un filtre prédéterminé là, qui permet de cibler déjà un type d'étude en particulier. Est-ce que ça répond un petit peu à la question? Oui? Parfait. Alors, je continue. Je pense que j'étais pas mal rendue à mes exemples. Encore une fois, tout ce que je viens de mentionner, là, vous allez le trouver dans mes captures d'écran. Donc, comment faire la recherche là, en mèche, tout ce que vous trouvez dans la section mèche, comment combiner des mèches aussi. Là, je ne l'ai pas fait super lentement, donc vous allez avoir l'information ici. Et J'avais une question, oui, excuse-moi. Quand tu as tapé ton terme, oui. il y a comme plusieurs résultats d'étiquettes, comme tu les appelles là, qui se sont affichés, et souvent tu prends la première. Est-ce
que faut regarder un petit peu, je sais pas moi, comme les 5 premières, ou est-ce que tu prends la première vraiment tout le temps par défaut? Non, faut vraiment pas prendre tout le temps la première par défaut. C'est juste que là, moi, je connaissais mes exemples, puis je sais que c'était les premiers, les bons résultats. Mais c'est un système de renvoi comme dans un dictionnaire. Fait que, tu sais, peut-être que le premier, lui, a jugé qu'il était le plus adéquat avec ce que tu avais écrit dans la barre de recherche, mais peut-être c'est le troisième aussi. Donc, il faut vraiment regarder les résultats qui sortent et surtout lire la définition. Donc, lire la définition en dessous des mèches pour s'assurer de prendre le mèche qui correspond le mieux au sujet que vous cherchez, là, finalement. Ok, puis est-ce que des fois, je pense que ça peut arriver peut-être d'utiliser plusieurs étiquettes Oui, pour... Ouais, ok. Ouais, oui, c'est bien vraiment aller sûr. fouiller un peu, quoi. Exactement, tout à fait. Puis, je l'ai dit tout à l'heure, mais si vous aviez déjà des résultats qui répondent un petit peu à votre question entre les mains, mais ça peut aussi être une autre piste pour aller valider les mèches. C'est regarder c'est quoi les sujets que ces articles-là ont reçus pour s'assurer que les termes principaux, ben, nous aussi, on va les utiliser finalement dans la recherche. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va, parfait. Donc, pour faire écho un petit peu à la méthode de recherche en vocabulaire libre, où là, on trouvait l'information qui était dans le titre résumé des articles, bien ici, lorsqu'on fait la recherche avec les mèches, on va trouver uniquement les références ou les mèches qu'on a cherchées se retrouvent dans la liste de sujets là, qui est compris dans la notice de l'article. Donc, ici, j'ai cherché pain management puis opioïdes. J'ai trouvé uniquement les articles où il y avait absolument ces deux mèches-là qui apparaissaient dans la liste. Ensuite, la petite étoile ici signifie pas que c'est une troncature parce que là, on est dans une logique invariable. C'est plutôt pour signifier que c'est le sujet principal de l'article. Et la barre oblique ici, là, avec le terme suivant, ce serait la subdivision. Donc, si j'avais ajouté une subdivision dans ma recherche, j'aurais trouvé uniquement les résultats où mon mèche principal apparaît avec la subdivision précisée. Voilà. Donc, ce qui est à retenir finalement avec cette logique ou cette méthode de recherche-là, c'est, bon, mon premier point est plus ou moins adéquat, là. Les entry terms, ça servait plus à la recherche en vocabulaire libre, mais pour nous assurer d'avoir tous les termes qui sont pertinents à notre recherche. Euh, Vraiment évaluer l'explosion automatique, donc le fait d'inclure ou pas les termes plus spécifiques. Donc, par défaut, ça le fait tout seul. Donc, c'est à vous de bloquer cette option-là si vous ne voulez pas les résultats qui correspondent aux termes plus spécifiques. Euh, Lire la définition, voilà, oui, je l'avais inscrit. Lire la définition pour s'assurer de faire la recherche avec le bon terme et utiliser les options de recherche là, pour préciser davantage si c'est pertinent à votre besoin. Donc maintenant, je vais faire l'exemple avec un sujet qui vous concerne un petit peu plus. Donc, disons que la recherche se fait pour répondre à la question ou le sujet, la comparaison de la satisfaction des patients suivant un traitement pharmacologique de la douleur avec des opioïdes par rapport à d'autres traitements. Donc là, vous avez ici le PICO. La première chose à faire, c'est bien sûr identifier les concepts que vous allez utiliser pour faire votre recherche. Donc ici, j'y vais avec satisfaction des patients, la douleur et les opioïdes. Et le besoin, ce n'est pas de faire une revue de littérature, c'est de trouver quelques articles récents rapidement qui traitent de la question. Donc, pour la recherche en vocabulaire libre, il faut, bon, premièrement, trouver un petit peu de vocabulaire. Même si vous faites une petite recherche rapide, ça vaut la peine d'inclure des variantes à votre requête. Utilisez des opérateurs booléens, que j'ai parlé en début de présentation. Effectuez la recherche dans les bons champs. Et préciser au besoin là, avec les résultats que vous avez, les filtres présents dans la page de résultats de PubMed. Alors là, par souci de gain de temps, j'ai déjà fait les petites requêtes. Et bon, je vous gâche un petit peu le punch avec la recherche ici, là, mais je vais aller dans PubMed la faire également. Donc, par défaut, moi, j'aime bien inclure un ou deux synonymes là, qui font référence à chacun des concepts, comme je l'ai mentionné, même si je ne fais pas ma recherche de façon très exhaustive. Pour la bonne raison que, bon, au moins, je limite un petit peu les biais en faisant ça. Donc, je ne me limite pas juste à un terme que les auteurs auraient utilisé. Ensuite, je commence souvent par faire ma recherche juste dans le titre des articles. Donc là, pour me donner une chance de trouver des résultats, c'est pertinent d'ajouter plus de vocabulaire que pas assez. Et c'est ça. C'est pas mal ça mes deux raisons. Donc là, vous voyez, j'ai mis pain et suffering. J'ai mis la troncature aussi.
donc qui va me permettre de chercher les variantes automatiquement. Lorsque je suis dans PubMed, ce que la plupart d'entre vous faites peut-être, c'est d'utiliser cette barre de recherche-là. Donc, cette barre de recherche-là, je vais juste faire l'exemple. Je vais enlever le filtre. Retourne, bon, toujours beaucoup de résultats. Là. C'est sûr que j'ai fait une recherche très, très large, là, peu pertinente. Et lorsqu'on regarde comment la base de données a cherché nos termes, finalement, c'est elle les a cherchés dans tous les champs. Et là, ça m'étonne un petit peu, puis je pense que c'est parce que j'avais mis la troncature par défaut. Habituellement, PubMed va aussi ajouter les mèches automatiquement quand vous utilisez la barre de recherche générale, ce qui peut être pertinent, mais pas toujours, parce que l'association automatique entre le mot-clé et le mèche n'est pas tout le temps le bon. Donc, la bonne. Donc, finalement, vous avez souvent des résultats erronés aussi à cause de ça. Donc là, je vais juste supprimer ça pour avoir un historique clair. Donc, ce que je vous recommande de faire, oui, Excusez-moi, j'ai beaucoup de questions, mais est-ce que suffering, c'est le seul synonyme à pain non. ou c'est le synonyme que tu as choisi pour cet exemple? Oui, exact. J'ai choisi, tu sais, j'ai fait ça simple. On pourra le voir tout à l'heure dans le mesh, là, il y en avait d'autres probablement. C'est juste que là, je voulais me contenter Ok, de ok. juste quelques termes. Donc, ce que je vous recommande de faire finalement, c'est de toujours passer par la recherche avancée. Donc, c'est pas vraiment plus long. Ça vous permet d'avoir des meilleurs résultats et de changer le all field pour soit title, si vous voulez faire une recherche encore là rapide qui arrive plus facilement à des résultats pertinents, ou title abstract pour une recherche qui est un petit peu plus large. Donc là, je vais faire l'exemple juste dans le titre des articles. Et euh, bon, vous auriez peut-être pas au préalable écrit quelques termes sur le côté, donc là, vous pourriez simplement tout le faire dans la même barre de recherche. Moi, je vais le faire séparément par souci de clarté. Donc, je vais commencer par chercher mon premier concept. Je vais cliquer sur Add. Et là, il va s'ajouter dans la query box avec le champ title à côté de chacun des termes. Je vais faire la même chose maintenant pour mon deuxième concept. Et là, ici, encore une fois, c'est mon choix tout à fait personnel et subjectif. Là, qui connaît de moi, qui est non experte aussi en la matière, qui a ajouté aussi des variantes euh, précises. Générales spécifiques, des variantes spécifiques. Donc, c'est le terme que je cherchais. Donc, oui, opioïde au sens large, d'accord, on comprend qu'est-ce que ça veut dire. Mais si une étude parle plutôt de la morphine ou de la codéine, est-ce que ça vous intéresserait aussi? Ça, c'est à vous de répondre. Vous le savez quand vous faites votre propre recherche. Mais si la réponse est oui, mais vous devez mettre ces termes-là dans votre recherche pour trouver ces études-là également. Donc là, j'ai élargi un petit peu la portée de ma requête en incluant ces termes-là. Probablement qu'il y en aurait plein d'autres. Hein. C'est sûr que c'est pas exhaustif. Et excusez-moi, c'est plutôt ici que je voulais la copier. Donc, tous mes termes, encore une fois, séparés par des ou parce que ce sont des synonymes ou des termes équivalents. Je clique ici sur le end et là, mon deuxième concept, c'est ajouté là, à mon premier qui était déjà dans la query box. Et je fais la même chose pour mon troisième concept. Encore une fois, ici, j'ai élargi, oui, la satisfaction des patients. De ma compréhension purement subjective de la question, je me suis dit, ah oui, OK, c'est probablement que la qualité de vie aussi peut être compris là-dedans. Donc, je vais l'ajouter également dans ma recherche, mais ça, c'est selon les besoins de la question. Donc, encore là, c'est seulement vous qui pouvez savoir si c'est pertinent ou pas pertinent. Donc là, si je fais ma recherche de cette façon-là, j'obtiens 81 résultats. Si j'avais fait la recherche dans la barre de recherche générale, j'en aurais eu probablement des centaines de milliers. Surtout si j'avais pas utilisé les bons opérateurs de recherche aussi, là, donc ça fait varier beaucoup les résultats de recherche. Donc, je pourrais préciser davantage ici en ciblant uniquement les études publiées depuis 2015, par exemple. Et là, normalement, les résultats que j'obtiens ici, c'est ceux qui sont le plus susceptibles de répondre à ma question. C'est pas du tout une recherche exhaustive que je viens de faire. J'ai fait la recherche juste dans le titre avec quelques mots, mais ça me permet rapidement de repérer des études sur le sujet qui m'intéresse. Comme je le disais tout à l'heure, ici, vous avez des filtres aussi qui vous permettent de préciser davantage la recherche. Lorsque vous cliquez sur Additional Filters, qui a changé depuis que j'ai donné cette dernière présentation,
Vous avez, par exemple, un fil d'âge là, qui peut être super intéressant pour cibler une population en particulier. Donc, ça va de la naissance jusqu'à la vieillesse. Et ces filtres-là sont basés sur des mèches. Donc, si vous choisissiez, par exemple, Childbirth de 0 à 18 ans, bien, c'est toutes les études parmi celles que j'avais déjà identifiées où on va retrouver un mesh associé aux enfants dans la liste des sujets. Donc, si je rouvre un article et je vais dans la section mèche, adolescent, ici, ça faisait référence à la population visée, donc c'est pour ça que j'ai obtenu ce résultat-là. Donc, c'est le même principe pour la plupart des filtres, là, à part pour les essais cliniques et quelques devis d'études comme ça, où il y a d'autres filtres qui sont appliqués en parallèle, mais la plupart du temps, c'est basé sur des mèches. Est-ce que vous avez des questions pour cette méthode de recherche-là? Ça va. Donc là, je dépasse un petit peu le temps pour laisser des questions, mais en même temps, vous pouvez me les poser au fur et à mesure, puis il n'y a pas de souci. Il me Euh, reste, oui, Excusez-moi. Oui, oui, j'ai une question. Hum, oui. et et qu'est-ce qui se passe si je voudrais aussi ajouter de chercher dans les abstracts? Euh, oui, alors là, la recherche se ferait exactement de la même façon. Donc là, je vais enlever le filtre ici. C'est juste qu'au lieu de choisir le champ title de tout à l'heure, ben là, on choisirait le champ title abstract. Et là, je pourrais relancer chacune de mes requêtes là, de la même façon. Donc, je peux le OK. faire rapidement. Et j'obtiendrai probablement le double ou le triple de résultats, là, c'est certain, là, parce que quand on cherche dans les résumés des articles, on a beaucoup plus de chances de trouver les mots qu'on a cherchés que simplement dans les titres d'articles. Et qu'est-ce que c'est plus spécifique de chercher par titre ou de chercher par mèche? Ouais, c'est une très bonne question. Personnellement, moi, je trouve que chercher avec le titre des articles, c'est beaucoup plus précis. Mais ça dépend des sujets. Parfois, c'est l'inverse. Parfois, on trouve rien avec quand on cherche dans le titre ou même titre résumé, mais avec les mèches, on va avoir des meilleurs résultats. Donc, ça dépend. Puis ça dépend aussi le mesh en soi, parce que des fois, on a un mesh, étiquette sujet, peu importe comment on l'appelle, qui est vraiment collé à notre concept comme on l'entend. Fait que dans ce cas-là, c'est parfait parce que les articles qu'on va trouver correspondent vraiment à ce qu'on veut finalement. Parfois, on est pris à faire la recherche avec un mesh qui veut pas dire exactement ce qu'on veut trouver, mais les articles, là, je comprends que c'est vraiment flou, qu'est-ce que je suis en train de dire, là. Par exemple, le mesh tumeur. Bon, je sais pas, je dis n'importe quoi. Il n'existe pas. Donc, on est obligé de chercher avec le mesh néoplasme at large. Mais c'est pas tout à fait la même chose, c'est un petit peu plus large, mais j'ai pas le choix de l'utiliser pour trouver quand même les articles qui parlent de tumeur. Je sais pas si ça faisait du sens, là, ce que je voulais dire, mais c'est selon les sujets, là, vraiment. Mais quand nous faisons la recherche sur mesh, Oui. qu'est-ce que ça cherche? Les mesh terms qui sont partout l'article? Oh, Je vais faire l'exemple avec le sujet avec ce sujet-là, puis on va voir. Puis après ça, si ça répond pas à la question, tu pourras me le reposer, puis OK. on reverra. Donc, pour faire la recherche avec les mèches, finalement, ben, on va identifier justement les termes associés à chacun de nos concepts. Donc, dans le dictionnaire de sujet ou dans la mèche database, là, c'est toute la même chose. Euh, on va peut-être utiliser des fonctionnalités pour préciser la recherche si ça répond à nos besoins. On fait la recherche à partir de la mèche database pour éviter toute erreur et bon, c'est ça, principalement pour éviter les erreurs. Et si besoin est, on va aller préciser dans la liste des résultats ensuite avec les facettes. Donc, encore une fois, j'ai fait le petit truc là, en amont pour essayer de gagner un petit peu de temps, mais je vais quand même le refaire avec vous. Donc, je vais dans la mèche database et cette fois-ci, je vais chercher simplement avec pain. Et là, j'ai pain, acute pain, pain management, breakthrough pain. Bon, là, je comprends que tout ça pourrait être pertinent. Pour le bien de l'exemple, j'ai décidé de façon très subjective que juste pain management était pertinent. Mais en réalité, tu sais, là, ce serait le temps là, de regarder vraiment tout ce qui peut être utile à votre question. Puis si
vous voulez avoir le terme le plus large, cherchez juste ce terme-là, puis inclure toutes les variétés plus spécifiques, c'est aussi possible. Par exemple, si j'explose la recherche de pain, par défaut, je vais trouver tous ces types de douleurs-là. Donc, ça peut être pertinent à ce moment-là de conserver l'explosion si tout ça, là, c'est pertinent à votre besoin de recherche. Pour le bien de l'exemple, j'ai choisi Pain Management. Et là, on n'a pas beaucoup de synonymes ici parce que c'est un terme plus précis, mais peut-être que je pourrais aller voir rapidement dans le thésaurus de Embase pour vous montrer la différence. Donc, Embase, vous n'avez pas le choix de passer par le site de la bibliothèque là, pour y accéder parce que c'est une base de données qui est payante, contrairement à PubMed qui est accessible gratuitement. Rapidement, Embase a aussi un thésaurus qui est différent des mèches. Donc, c'est une base de données différente avec un dictionnaire de sujets différent. Et on lui accède à partir de M3 en haut ici. Donc, si je cherche Pain Management, peut-être que je ne vais pas avoir vraiment plus de résultats, là, de synonymes. Je me confonds peut-être. Déjà, en fait, j'ai cherché Pain Management, puis on m'a redirigé vers le terme, l'étiquette sujet analgésiaque. Donc, c'est comme ça qu'ils définissent leur étiquette de sujet. Donc, c'est différent des mèches. Et ici, on va me donner d'autres synonymes. Mais là, bon, peut-être que ce n'est pas les meilleurs synonymes en fonction de ce sujet-là. Je n'avais pas préparé cet exemple-là, mais ça vous montre en fait que vous allez pouvoir trouver d'autres termes pertinents à vos concepts dans le dictionnaire de Embase également. Je reviens aux mèches. Donc là, je reste dans mon contexte où est-ce que je veux juste trouver rapidement de la littérature sur mon sujet. Donc, je ne fais pas une revue littérature. Donc, je vais cocher Respect to Mesh Major Topic pour arriver plus rapidement à des articles qui parlent vraiment de mon sujet. Donc, je le rappelle, là, cette option-là sert à trier les résultats de façon à avoir uniquement ceux où Pain Management a été identifié comme étant le sujet principal de l'article, pas un sujet parmi tant d'autres. Je clique sur Add to Search Builder et là, mon terme s'est ajouté ici automatiquement. Ça ne sert à rien de bloquer l'explosion parce que j'ai rien en dessous. Donc, quand je n'ai pas de terme en dessous, ça n'a pas d'incidence sur mes résultats de recherche. Donc, je vais chercher maintenant juste opioïde pour vous montrer qu'est-ce qui sort. Donc là, j'ai différents sujets, encore une fois, qui contiennent le terme opioïde. Par souci d'efficacité, moi, je me suis concentrée uniquement sur le premier, encore une fois. J'ai ma définition ici, des termes équivalents ici, ce qui m'aide aussi à prendre la décision à savoir si j'ai vraiment la bonne étiquette de sujet au-delà de la définition. C'est que si le terme que je recherchais exactement se retrouve dans la liste des entry terms, ça veut dire que c'est vraiment le bon sujet. Par exemple, moi, je m'intéressais aux opioïdes au pluriel. Puis là, il est dans la section des entry terms. Donc, ça veut dire que tous les articles qui parlaient des opioïdes au pluriel, ben, ils vont avoir reçu cette étiquette de sujet-là. Donc, ça me conforte là, dans mon choix de sujet. Encore une fois, ici, je n'ai pas de terme plus spécifique en dessous. Donc, ça ne sert à rien que je coche ou pas le Do not include mesh term found below. Je peux toujours cocher Respect to Mesh Manager Topic pour avoir uniquement les résultats où c'est aussi un sujet principal. Donc, ça va me permettre d'aller plus rapidement à des résultats pertinents. Par défaut, c'est un et qui s'est ajouté entre mes deux termes. C'est parfait. Donc, c'est ce que je veux conserver comme relation. Maintenant, je vais aller chercher le dernier terme qui était Patient Satisfaction. Donc, encore une fois, ici, je n'ai pas beaucoup de synonymes, là, ça arrive. Des fois, on a une longue liste, des fois, on n'en a pas beaucoup. Ici, j'ai un terme plus spécifique en dessous. Sachez que si vous cochez Respect to Mesh Manager Topic, par défaut, vous bloquez l'explosion. Donc, vous n'allez pas rechercher Patient Preference là, en même temps. Si c'était pertinent, mais vous pourriez retourner cliquer sur Patient Preference puis l'ajouter aussi à vos termes de recherche. Là, comme je me souviens plus qui l'a dit tout à l'heure, il peut absolument avoir plus qu'une étiquette sujet pour un concept. Là. Il peut en avoir vraiment plusieurs. Pour l'exemple, je vais juste conserver celui-là ici.
Et là, j'avais ajouté tout à l'heure la qualité de vie des patients. Donc là, si je veux être cohérente, mais il faut aussi que je retourne le chercher. Et là, bon, j'ai quelques synonymes, termes équivalents ici. J'ai aussi un terme plus spécifique en dessous. Bien qu'il soit pertinent, là, juste pour simplifier un petit peu l'exemple, je ne vais pas le conserver. Puis je vais Respect to Mesh Manager Topic aussi. Et là, si je clique sur Add to Search Builder, puis là, je sais que c'est dans le coin de mon écran, mais vous voyez qu'il y a plein de parenthèses qui s'est affiché, qui s'est ajouté automatiquement. Et là, j'ai un end aussi entre patient satisfaction puis quality of life, alors que c'est plutôt un or que j'aimerais voir ici, parce que je veux tous les articles qui parlent de pain management, d'opioïdes, avec la satisfaction des patients ou la qualité de vie. Donc, un et l'autre, pour moi, c'est complémentaire. Donc là, à ce moment-là, il va falloir que j'enlève le dernier end, que je mette un or. Et petite précision, c'est vraiment important de jouer avec les parenthèses à ce moment-là pour que la base de données comprenne qu'est-ce qui doit être lié avec un ou et qu'est-ce qui doit être lié avec des et. Parce que si je laissais ça comme ça, probablement que la base de données trouverait les articles qui a pain management, opioïdes, patient satisfaction. Donc ça comprendrait bien. Mais ensuite, ça m'ajouterait tous les articles de PubMed qui a juste quality of life, sans les termes précédents. Puis là, ça viendrait foutre un petit peu la pagaille dans mes résultats de recherche. Donc, à ce moment-là, moi, je vais tout effacer les parenthèses qui ont été ajoutées automatiquement. Donc, elles ne sont pas bonnes. Et je vais moi-même rajouter une paire de parenthèses entre patient satisfaction puis quality of life parce que c'est mon seul groupe de mots qui doit être compris avec un or. Si vous faites juste une recherche avec des and, les parenthèses n'ont pas d'incidence. C'est pas grave. C'est juste si vous mélangez les and puis les or dans la même requête que là, c'est important de vraiment bien utiliser les parenthèses. Et là, si je search PubMed comme ça, j'obtiens 38 résultats. C'est sûr que c'est très, très, très précis là, parce que j'ai mis sujet principal à tous mes termes. Donc, c'est normal que je n'avais pas beaucoup de résultats, mais c'était ça mon objectif de départ. Si mon objectif de départ avait été de faire une recherche plus exhaustive, je n'aurais pas utilisé sujet principal. J'aurais gardé peut-être quelques explosions. Bon, j'aurais fait des choix différents. Je pourrais toujours viser une période de date précise, bon, etc. Est-ce que ça aurait... Puis, excusez-moi, je vais finir ma démo en ouvrant un article, en allant voir la section mèche term, et là, je vais voir opioïdes, la petite étoile, sujet principal. Je vais voir pain management, la petite étoile, sujet principal, puis je vais voir ici quality of life, la petite étoile, sujet principal. Donc, c'est comme ça que j'ai repéré mes articles. Je ne les ai pas repérés parce que mes termes apparaissaient là, quelque part dans le titre ou le résumé des articles. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Moi, Ça j'avais une va. petite question. Oui, Je suis allée voir un peu sur PubMed et j'ai vu que si on va dans recherche avancée, dans c'est pas les filtres là, mais dans le déroulé, on peut trouver major ouais. topic. Ouais. Est-ce que ça fait pareil? Est-ce que... Ça fait pareil, mais à condition d'avoir au préalable validé l'étiquette de sujet. C'est pour ça que tout à l'heure, Ah ouais. j'ai un petit peu bafouillé sur le fait de lancer la recherche dans la Mesh Database, là. C'est qu'ici, vous avez aucun, vous avez vraiment pas de chance de vous tromper, là. Vous savez que c'est Pain Management. Et là, si vous cliquez sur Respect to Mesh Manager Topic, vous faites ça, c'est exactement le bon terme qui va avoir été ajouté, puis personne ne va se tromper. Ce qui me dérange un petit peu avec l'interface de recherche avancée dans PubMed, c'est que vous pourriez écrire, ah, c'est pas le bon champ, mais bon, vous pourriez écrire absolument n'importe quoi, un mesh qui n'existe pas. Puis ça vous donnerait quand même des résultats, mais la recherche n'est pas valable, mais vous le savez pas. Donc, moi, c'est pour ça que je n'insiste pas sur le fait d'utiliser ça. Mais si au préalable, vous avez toutes noté les mèches, les bons mèches qui existent, puis vous utilisez le menu ici pour faire la recherche, ça fonctionne de la même façon. Ok, merci. Alors, en terminant, il me restait juste une diapositive pour faire la transition entre une revue littérature, justement.
Donc, lorsque vous faites une revue de littérature, là, c'est important de faire la recherche la plus exhaustive possible. C'est important d'inclure les deux méthodes de recherche parce que les deux vont apporter des résultats différents, puis vous vous intéressez finalement à tous ces résultats-là. Donc, la recherche peut être définie là, dans une structure qui ressemble un petit peu à ça ici, où vous faites pour chacun des concepts une recherche en vocabulaire libre, une recherche en vocabulaire contrôlé, et vous combinez les deux recherches ensemble pour avoir l'ensemble des résultats qui parlent de ce concept-là, peu importe de la manière dont vous les avez repérés dans la base de données. Donc, vous faites ça pour chacun des concepts et à la fin, vous utilisez l'opérateur AND pour chacune des lignes principales de vos concepts et ça vous donne les résultats finis. Donc, vous voyez, j'ai pas utilisé plus de vocabulaire que tout à l'heure. J'ai utilisé la même chose. Et au lieu d'avoir 100 quelques résultats ou 88 ou 34 résultats, j'en ai 6827. Parce que là, j'ai fait la recherche dans le title abstract, pas juste le title, et j'ai jumelé les mèches où je n'ai pas utilisé non plus la fonction de recherche principale. J'ai utilisé le mesh général. Donc, j'ai élargi ma recherche. Donc, c'est pour ça que j'obtiens plus de résultats ici à la fin. Là, j'ai terminé. Si vous avez des questions, j'ai amplement dépassé. Je pense que j'avais 30 minutes, mais bon, on a échangé un petit peu au fur et à mesure. Non, oui, c'était vraiment intéressant, c'était vraiment bien expliqué. Merci beaucoup, Marianne. Et je suis certain que nous allons te rappeler autrefois pour t'inviter à nous présenter un peu aussi par rapport à ces stratégies de recherche. Et peut-être nous pouvons aussi t'envoyer comme un exemple d'un projet Oui, existant entre nous, les étudiants, aussi pour nous aider à développer quelques stratégies en groupe. Ça sera aussi oui. intéressant. Eh, ¿Es qu'il y a quelque autre question? Je vais t'envoyer, Nathalie, la présentation. Donc, tu pourras peut-être la faire parvenir aux personnes qui Oui, étaient là et ceux qui s'étaient inscrites puis qui n'étaient pas là. Puis, sachez aussi que, bon, là, j'aurais besoin d'une autre heure, là, mais il existe aussi maintenant des outils avec l'IA qui permettent de faire des recherches plus rapidement, puis d'avoir des résultats complémentaires. Donc, c'est aussi intéressant là, à aborder ce sujet-là. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez m'écrire. ok, Marianne. Alors, je vais partager les présentations aussi. Et si tu es d'accord, je vais partager aussi ton courriel électronique, si est-ce qu'il Oui, y a bien quelqu'un qui sûr, veut te contacter. Ok, bien sûr. parfait. Merci beaucoup. Merci, merci aussi à los étudiants que nos han atendido aujourd'hui. Et bon, c'est tout bon après-midi à tous. Bon après-midi, au revoir. Au Merci, bonne revoir. journée.